à l'affiche. Ou pas. À l'affiche. Toi, t'es allée au ciné dernièrement ? Oui, j'y vais presque tous les jours. Mais si j'y vais pas, parfois je regarde de bons films à la télé. Ah oui, à la télé, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Ouais. Mais en prévisionnement, c'est moins bien quand même. Oui, il vaut mieux l'avoir vu avant et replonger dedans quand on C'est ça, retourner au cinéma, le pied de retourner au cinéma. Voilà. Ou regarder un bon film de télé, même les séries d'ailleurs. Oui, on peut parler de séries aussi. Bah oui, il y a du boulot là. C'est vrai, mais en fait, si on veut parler de cinéma, c'est parce qu'on veut parler d'émotion. C'est ça, et de vérité, de curiosité. Bref, on veut faire rêver, quoi. Oui, et continuer de rêver nous-mêmes. Bref, on vous parlera de films qui sont à l'affiche. Ou pas. Bonjour à vous, bonjour à tous, amis HDRiens, HDRiennes, bonjour Geneviève. Bonjour Elvire, bonjour Marianne. Bonjour Marianne. On Bonne est à année la à tous. radio HDR et c'est bien de pouvoir parler dans le micro et de dire à tout le monde bonne année. Plein de bons films. Oh là là, rêvez, puisqu'on le disait dans le générique, rêvez, retournez, réfléchissez ou pas, faites ce que vous voulez, mais le cinéma, c'est trop bon. C'était pas une très bonne année pour le cinéma, les chiffres n'étaient pas très bons en Les chiffres fréquentation. étaient pas très bons, parce qu'on attend toujours des films avec plein de grand public, mais il y avait beaucoup de films qui étaient très bien quand même. Ah bah bien entendu, je parle Voilà, pas de ça, donc je parle de la oui, fréquentation. Puis, nous, on a quand même envie que les gens aillent au cinéma, donc on peut leur dire, mais s'il vous plaît, faites-nous confiance, on vous parle de films vraiment... Qui vous étonneront, qui vous surprendront, qui ne seront pas comme toujours les mêmes histoires. C'est ça. Les méchants et les gentils, quoi. Ouais, l'idée, autre c'est chose. pas de vous parler des grands films que vous verrez sans nous, mais de vous parler des petits films qu'on voudrait que vous ratiez pas, quoi. Ouais. On a quelques-uns, là, encore. C'est difficile de choisir. Attiser votre curiosité. Et votre intérêt, c'est ça, exactement. Et là, donc, on commence... Je n'ai pas mis... c'est pas vraiment au pif, mais pas loin, parce que je me disais, si on commence par le Jarmusch, c'est parce qu'il n'y a pas la bande-annonce, et ça nous permet quand même de... C'est drôle quand même qu'il y ait quelques sujets sur la famille. Oui, c'est Janvier, intéressant. hein. Ouais. Father, Mother, Brother, Sister de Jarmusch. On ne vous met pas la bande-annonce parce que c'est en anglais. Mais Jarmusch, Jim Jarmusch, ça fait partie des piliers. Il fait partie des piliers du cinéma international. On se souvient, ou pas, je sors pas ma science, mais de Don Bailo. Aïe, avec Benigni et le The Rabbit. La musique extraordinaire de Tom Waits. Oui. Qui d'ailleurs joue dans Brother, Sister, Mother. Non, c'est dans l'autre sens, Father, Mother. Et petite anecdote qui n'est pas anodine, il a choisi de venir vivre en France parce qu'il en a marre de vivre aux États-Unis. Donc on parle beaucoup de George Clooney, mais il y a d'autres personnes qui, comme lui, fuient l'Amérique d'aujourd'hui et ils choisissent la France. Donc c'est chouette. D'ailleurs, un des séquences, des 3 séquences, a été tourné en France. Une des 3 séquences. Tu l'as vu aussi ? Non, je ne l'ai pas vu. J'attends que tu m'en parles. Ah, d'accord. Alors, c'est un film qui est dédié à la famille, mais attention, c'est mordant, c'est un peu ironique. C'est 3 ambiances différentes. D'ailleurs, les tournages ont été l'un aux États-Unis, l'autre aux États-Unis dans l'Amérique profonde, hein, pas à New York. L'autre à Dublin, dans un pays anglo-saxon, et l'autre en France. Donc, trois ambiances différentes avec le même sujet, la famille. Le premier, c'est un fils et sa femme. Alors, les enfants sont des adultes, hein, c'est pas des petits-enfants. On a plutôt des parents d'un certain âge. Il y en a même qui sont morts. Et puis, des enfants adultes qui vont les revoir, les visiter. Donc, le premier, c'est le côté américain. Et c'est amusant. Alors, on peut pendant un moment s'ennuyer, parce qu'ils s'ennuient. Ces gens-là s'ennuient. Donc ils se rendent visite par politesse. Ils se rendent la politesse. C'est le 1er janvier. Le père américain, il a vraiment hâte que ses gosses s'en aillent parce qu'il a autre chose à faire. Les enfants, ils font de leur mieux pour que leur père soit bien, etc. Après, c'est la mère. Donc, c'est une mère jouée par... Je me souviens plus. Pardon, je peux pas t'aider. On y reviendra tout à l'heure. Vas-y. Et qui reçoit ses 2 filles. Oui. Et alors elle, c'est le contraire. Autant le père avait négligé, on le voit vite fait nettoyer ce qui se passe, qui déborde, ranger tout dans les placards et tout ça pour recueillir. Elle a préparé le thé avec des petits scones, des biscuits, des machins, avec des théières, des tasses. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. C'est le contraire. Mais c'est le même silence, l'ennui total aussi entre ces 2 filles qui arrivent. Donc on observe ça. Et le dernier épisode est tourné à Paris. Et là, ce sont 2 jeunes gens qui se retrouvent. Leurs parents sont morts dans un accident. Et donc, ils doivent laisser l'appartement dans lequel ils ont vécu un peu.
Alors, c'est peut-être le moment où tu es un peu moins déprimé parce qu'il y a la tendresse qui s'échange entre eux en regardant des photos d'autrefois. Les parents ne seront plus là. On peut se demander s'il faut attendre qu'ils soient morts pour que ça aille mieux. C'est une question qu'on se pose souvent pendant les fêtes. Charlotte Rampling et Kate Blanchett. C'est ça, Kate Blanchett et puis Vicky Krieps. Alors, c'est le trio de filles, de femmes dans une Grande-Bretagne assez pincée, coincée, quoi, comme très, voilà. Donc c'est agréable, c'est ironique. Moi, je suis contente qu'elle ait terminé par une touche positive, parce que c'est un peu déprimant finalement de les voir s'ennuyer entre eux et même s'envoyer des vannes. Il y a une petite vanne qui est super. La mère sert le thé, et donc elle prend la tasse et elle sert tout le monde et elle dit « Oh, j'ai l'impression de jouer à la maman ». Et la fille lui dit « il y a jamais... » Tu t'en rends compte ? Enfin, Il était temps que tu le fasses. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Donc, c'est des petites vannes comme ça qui sont envoyées malines et tout, qui montrent que l'enfance, c'est pas si bien passé. Ça parle donc des blessures de l'enfance. Et que, adulte, ça se répare pas si facilement que ça. Peut-être quand les parents sont morts. Oui, Jim Jarmusch, en tous les cas, il a toujours su filmer l'attente et le rapport au temps. Oui. Ne serait-ce que je parlais de Don Boyle vite fait parce que c'est l'un des grands classiques et quand ils sont en prison, le temps qu'ils se décident à ce qu'il se passe quelque chose, c'est très long, mais c'est un temps suspendu, il se passe quelque chose de très humain. Et c'est pareil, il y a du temps, donc on pourrait s'ennuyer si on ne ressentait pas toutes les petites touches ironiques qu'il y a derrière, quoi. Et puis on est toujours cueilli à la fin parce que franchement, quand il voit ses gosses partir, le père, il est vachement content. Voilà. Allez, comme on vous passe pas la bande-annonce, on s'éternise pas. Ma frère de Lise Akoka et Romane Guéry. Oui, ce sont deux réalisatrices. Deux réalisatrices qui ont fait Les Pires. Je ne sais pas si tu avais vu leur premier film, Les Pires, qui est un documentaire, je crois, il me semble, sur des jeunes. Et c'était vraiment bien déjà. Ouais. Et là, c'est leur film de fiction et ils ont essayé de retourner dans leur jeunesse à elles. Ils ont été colons et aussi monitrices de colonies de vacances, donc ils nous ont plongé dans une colonie de vacances d'aujourd'hui. C'est difficile de ne pas penser à nos jours heureux d'Éric Toledano et machin, mais sauf que les enfants ont 20 ans de plus, parce que ça fait à peu près 20 ans au moins 15 ans qu'ils ont tourné Nos jours heureux. Donc c'est très vivant, c'est très joyeux. Ils ont trouvé deux comédiennes qui sont des amies d'enfance, qui sont dans le film des amis d'enfance, mais qui sont dans la vraie vie des amis d'enfance aussi. Elle joue dans une série qui Tu préfères quoi, avec des dilemmes. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est des courtes séries où ils ont des dilemmes. Tu préfères quoi, être mangé par un crocodile ou par un lion? C'était ce qu'avait fait Darmin et Darmon d'ailleurs, Gérard Darmon et moi aussi. Tu vois, je suis prise du même syndrome que toi. Bon voilà, mais je vais te le retrouver, je te jure. Celui Palmade. Oui. T'as pas vu ça? Qu'est-ce que tu préfères, avoir 50 canards qui te suivent à vie ou Alors là, c'est la même chose, mais avec des jeunes, vraiment des jeunes de 17 ans, quoi. Ça, c'est la série. Donc, ils ont grandi. Les deux réalisatrices ont grandi avec ces deux... Enfin, ont observé ces deux jeunes filles depuis l'âge de 11 ans. Donc, elles les ont vu grandir. D'accord. Et là, elles leur donnent un rôle. Elles ne jouent pas leur propre rôle. Leur amitié est là, mais elles jouent des rôles de filles qui se dépannent entre elles et qui vont devenir monitrices, avec une directrice... Et c'est pas Amel Benz qui est dedans? Oui, voilà, j'étais en train de chercher le nom, merci. Ce qui est étonnant. Ce n'est pas une équipe qui gagne. Une actrice qui est parfaite. On ne l'a jamais vue au cinéma et elle est vraiment très, très bien. Elle a l'air très juste, oui. Les dialogues sont jubilatoires, les gamins sont naturels, on croirait... Alors, ils ont filmé une vraie colonie de vacances. Ils ont emmené vraiment leurs gamins en colonie de vacances avec leurs moniteurs, qui étaient des vrais comédiens, eux. Et du coup, ils ont ramené je ne sais pas combien d'heures de tournage et après, ils ont choisi. Et donc, il y a des moments où c'est écrit, mais les gamins, ils parlent d'eux-mêmes. Autre chose, bien sûr. Donc, c'est très frais, c'est très joyeux. Et en même temps, on voit deux jeunes filles, deux jeunes femmes qui grandissent, qui apprennent, l'une qui est un petit peu mère avant l'heure, parce qu'elle s'occupe de son petit frère, l'autre qui est un peu encore une femme enfant. Et donc, elles vont toutes les deux grandir, au risque de se frotter un peu l'une à l'autre. Donc, il y a plein d'enjeux. Et ça reste très joyeux. Alors, on écoute la bande-annonce, ça va nous donner envie de partir en vacances. On vient de rentrer, mais bon... Wesh, madame, c'est comment? Vraiment belle, hein, ça me donne envie de palper les filles. Palpe-moi, je te pète dessus. Espèce de folle.
Toi aussi, tu t'en vas? Ton frère, je le dépose chez les flics, foyer, famille d'accueil. Elle va rentrer, ma mère. Dis pas n'importe quoi. Et à tout centre de loisirs, ils cherchent pas des gens? Va y avoir le séjour en colo. T'as bien vendu ta copine. Hein. Oh là là, elle t'aime. Hein. C'est pas une promenade de santé, une colo. Hein. Il y a une fille, elle veut sortir avec toi. Mon pote, ça va être grand. Je leur raconte des histoires, je leur fais rire et j'ai le permis, ça c'est le principal. Les métros, les escalators, flemme, toi tu sais Sabrina. La grammaire aussi, un peu, flemme. Attends, mais genre, on va dormir là-dedans, là? Maintenant, dors, s'il te plaît, ma fille. Je suis pas ta fille, frère. Bon, vas-y. Tu préfères voyager dans le futur ou dans le passé? Dans le passé, tu peux réparer tes erreurs, tout ça. Et c'est pas à toi de porter ce poids-là, ma poulette. Il ne faut jamais revenir, autant cacher les souvenirs, autant béni de son enfance. Car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent. Ma très chérie, oh ma J'ai mère, quand même un minimum d'espoir pour eux. Sinon, je sais pas, moi, c'est invivable. J'ai pas la force de m'expliquer, là, je te le dis, cache. Parfois, je me dis peut-être que je peux changer un tout petit peu la vie d'un enfant. Vas-y, toi-même, tu sais, des fois, il y a des rencontres qui comptent. Les Français, c'est des décontractés, wesh. Alex. C'est marrant. Pardon, suite au moment où je veux parler, je me coince la gorge. Je trouve que c'est marrant d'entendre du Barbara. Oui, Alors que c'est décalé par rapport à oui, notre jeunesse. mais c'est touchant. Justement, ça nous cueille totalement, quoi. Parce qu'on est dans l'humour, J'imagine. dans la joie, et puis tout d'un coup, on se dit, bah oui, parce qu'elle parle quand même de l'enfance, ce qui n'est pas si facile que ça. Et c'est bien que certains essaient de la rendre plus facile, quoi, plus joyeuse. Et que les filles, donc là j'entends les deux réalisatrices, elles sont de toute façon d'abord sensibles à cette vérité-là, Voilà, de la fragilité de l'enfance et C'est de son ça. exposition. voilà. Oui, oui, Bon, vraiment. bah, on est d'accord, c'est Oui. bien, j'ai pas vu le Oui. film, mais j'ai très envie d'aller le voir. Oui, et C'est oui, il est vrai, très vraiment. sympa. Il est Ouais. vraiment très, très sympa et joyeux, Et joyeux. malgré les difficultés que ça évoque. Bien entendu. L'affaire Bojarski, qui n'a absolument rien à voir, de Jean-Paul Salomé. Ben, il n'y avait pas tellement de liens dans tous les films dont Oui, on avait non, envie c'est de vrai. parler Ouais, aujourd'hui. il y a Des pas de- fois, on en trouve, là, on n'en a pas trouvé. Et j'ai pas tellement cherché non plus, mais on avait envie de parler de ces films-là. J'ai bien aimé le rapport à l'histoire vraie, Oui. l'histoire improbable. Et il me reste, parce qu'on l'a vu il y a plusieurs mois maintenant, il me reste pas beaucoup de choses, si ce n'est que ce personnage était atypique, ce faussaire Mhm. était atypique. Qu'est-ce qui t'en reste, Ah toi bah, moi, il me reste pas mal de choses, parce que je trouve que les films de Jean-Paul Salomé sont toujours un peu trop sages. Je ne sais pas ce que tu en Ouais. penses. Mais oui, c'est lisse. Voilà. Mais par contre, des personnages dont il parle sont toujours très intéressants. Donc, on s'en sort toujours avec quelque chose, quoi. Et là, Jatkowski, c'était un faussaire, quoi. C'était un ingénieur polonais. Donc déjà, c'est pas n'importe qui. C'était un ingénieur. Il a fait des recherches. Il a fui la Pologne au moment de la guerre parce qu'il avait été fait prisonnier. Et il revient en France. Et puis, bah, il prend les petits boulots qu'on lui donne. Il est frustré parce qu'il pourrait faire autre chose. Quand il propose ses projets, on ne les prend pas, etc. Bon, ça se calme. Alors donc, Salomé nous montre cette partie-là, la partie un peu brouillon, un peu, puis mauvaise fréquentation, qui l'amène à faire un braquage, enfin bref. Puis après, on se pose. Il se marie avec une Française, mais c'est pareil, les parents de la Française, les bourgeois, lui proposent un boulot qui ne correspond pas à ses capacités, à ses capacités. aptitudes. Ouais. Donc il dit non et il va finir par lui-même créer son atelier et pour servir à un gangster, quand même, créer des faux billets. Et je sais que le Parisien l'a baptisé le sésame du faux billet, parce qu'il a fait un Napoléon, je sais, le 100 euros, je crois, 100 francs, pardon. 100 francs, 100 francs, qui était pratiquement indétectable, quoi. Il a vraiment été... Donc, alors, cette partie-là commence vraiment à devenir l'affaire Bojarski, quand la police se met à le rechercher, que lui, il organise sa double vie par rapport à sa femme qui ne sait rien. Et tout ça. Et donc, on passe de moments un peu fadouilles à ce moment-là où il y a du suspense, où il y a des enjeux, où il y a le rapport entre Bastien Bouillon et... C'est ce que j'allais dire, entre le traqueur et le traqué. Oui, c'est ça, le chat, la souris. Et puis, sa fascination, le traqueur, il traque pas seulement pour traquer, il traque aussi parce qu'il est fasciné. Et l'autre, il va continuer parce qu'il est fasciné. Enfin, cette partie-là, vraiment, est vibrante, est intéressante. Moins plate, quoi. Et puis,
Et puis, la fin, on n'en parle pas, parce que la chute est amusante. Ah non, on n'en parle pas. Pas du tout. Mais je trouvais ça, oui, en effet, et ça me reste, quoi. Je me souviens que je suis sortie avec un beau sourire, intéressée par ce film-là, par le personnage, parce qu'en plus, on ne connaissait pas l'histoire. Alors, je suis allée regarder, en plus, oui, il joue très, très bien. Je suis allée regarder après sur Internet, ah oui, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est vrai, etc. C'est étonnant. Et c'est vrai que c'est conventionnel, c'est vrai que c'est lisse, en réalisation et même en termes de drama, bon, voilà. Mais néanmoins, c'est une jolie histoire, c'est bien joué. Et j'ai un beau souvenir, et vraiment, je voulais en parler parce que je crois que ça vaut le coup. Oui. C'est ça. Et la reconstitution est très méticuleuse, juste, parce que d'ailleurs, il a l'intelligence de nous montrer à la fin des scènes vraies, du vrai Tchaïkovski, Bojarski, j'arriverai jamais. De Reda Kateb. Oui, ça c'est bon. du vrai. Alors c'est drôle parce qu'on le voit tout content de montrer son atelier, les machines qu'il a créées lui-même. Et je me demandais qui le filmait. Et en fait, Jean-Paul Salomé m'a dit, c'est les flics, tout simplement. Ceux qui l'avaient arrêté l'ont filmé. Et lui avait l'air pas mécontent de montrer tout ce qu'il avait réussi à faire. Quoi. Parce que c'est pas seulement l'artiste, c'est aussi l'ingénieur qui a créé les machines pour pouvoir créer ses billets. Donc voilà, cette partie-là est vraiment passionnante. Oui, puis le rapport, après on va passer l'abondance, mais le rapport à l'histoire, le rapport à l'accueil des étrangers, qu'est-ce qu'on en fait, le rapport... Qui est toujours valable maintenant. Oui, et le rapport à la mafia, c'est-à-dire qu'au départ, en fait, il ne l'aurait pas fait s'il n'avait pas été acculé. Oui, s'il avait eu un travail... C'est vraiment intéressant. Oui. Et j'avais aussi un petit truc que j'avais remarqué dans la mise en scène, qu'il a un copain polonais qui est joué par Pierre Lotin, qui garde son accent polonais jusqu'au bout, comme Jane Birkin a gardé son accent anglais jusqu'au bout. Bon, Reda Kateb ne le garde pas. Est-ce que c'était parce qu'il n'arrivait pas à le tenir? Mais en fait, Jean-Paul Salomé a dit, en fait, il traversait la France pour échanger ses billets et les distribuer partout. Il fallait qu'il ne soit pas distinct par un accent. Donc, il a vraiment travaillé pour ne plus l'avoir. Donc, ça, j'avais une réponse à une de mes questions. Oui, je me souviens. Et c'est donc une histoire. Oui, c'est vraiment l'histoire vraie, ça. C'est peut-être logique. En tout cas, c'est logique. Bien sûr, il y a une logique. On écoute la bande-annonce. Descends, chérie! Go! Go! Commissaire, un mot sur le braquage du fourgon de la Banque de France? Je ferai tout pour envoyer les coupables en prison. Pas la peine de revenir lundi. Il y a des Français qui m'ont demandé, ils passent en priorité. Liberté, égalité, fraternité. On ne pourra pas vous aider éternellement. Je peux te trouver du travail dans mon entreprise. Ou livraison. Ça te dirait? Papa, Yann est ingénieur. Comment tu t'appelles? Yann Boyarski. Il paraît que t'as du talent, Yann. 5 ans si tu te fais choper pour des faux papiers, 30 pour des faux billets. Je crois que je n'en ai jamais vu d'aussi réussi. Bouge pas! J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je m'installe à mon compte. À la vôtre, monsieur Bojarski. Règle numéro 1, ne pas écouler plus d'un billet par boutique. Ça fera 300 francs. Il est tout neuf, ce billet. Règle numéro 2, rien d'ostentatoire. Merci, papa. Règle numéro 3, la discrétion. Bojarski, qu'est-ce que t'as fait? Contrôle d'identité. Vos papiers, s'il vous plaît. Ouvrez votre valise. Je peux t'aider? Tu me caches quelque chose? Donc le mois dernier, on en a encore détecté plus de 2000. Vous savez combien ça nous coûte? Tu joues à quoi, Suzanne? Je veux savoir avec qui je vis. T'as déjà perdu tes amis, tu veux aussi perdre tes enfants? Dis-moi ce que tu fabriques vraiment ici. À la Banque de France, ils sont sur le cul. Vous n'étiez pas censé être infalsifiable. Police! Ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais vous arrêter. Quand j'en aurai assez, j'arrêterai de moi-même. Non, vous n'arrêterez jamais, parce que vous ne faites pas ça pour l'argent. C'est vrai aussi qu'on a un bouillon qui est assez fantastique. Et puis Sarah Giraudot, on avait oublié de l'évoquer, mais qu'est-ce qu'elle est absolument délicieuse, extraordinaire, toujours. Elle est peut-être en retrait, mais en même temps, c'est le rôle qui veut ça. Hein. Bien sûr. Et puis, ça m'avait évoqué, alors ça peut paraître évident, mais tant pis, j'aime bien enfoncer les portes ouvertes, c'est beaucoup plus simple. Casa de Papel. Et là, je ne connais pas. Tu n'as pas vu cette série? Non. Le rapport à la Banque de France, à la banque qui crée les billets, en fait, et à donc l'économie, en fait, à les questionnements de base sur l'économie. Comment on les fabrique, combien ça coûte, parce qu'il le dit. Vous vous rendez compte de ce que ça nous coûte, ça.
Voilà, c'était un petit pas de côté. Le film ne s'étend pas là-dessus, mais si on a envie d'aller plus loin et de réfléchir, c'est vrai que ça peut poser ces questions-là, même si, comme tu le disais tout à l'heure, le paquet qui englobe le tout est simple. Mais ma foi, ça fonctionne, pourquoi pas. Allez, là, on va pas être d'accord. On va pas être d'accord. Moi, j'ai pas aimé ce film-là, Bézanville. Ah, alors... je croyais que c'était un autre. Non, on est sur Bézanville, là, normalement. Oui, c'est pas grave, c'est normal, j'ai pas écrit le papier encore. Ah, pardon. Donc, tant mieux, parce que j'ai moins d'arguments. Je trouve qu'il vient, par contre, il vient à Rouen prochainement. Okay. Donc, c'est intéressant. Oui, ça m'étonne pas. Voilà. C'est un film de Cannes. Alors, il était à la quinzaine. Enfin, non, pas... Si, il était à la quinzaine, me semble-t-il. Alors, pour ceux qui s'en fichent, peu importe, ça n'a pas de... Je l'ai vu à Sarlat, alors. Ok. Sans doute. Donc, c'est de Martin Jova. Et alors, voilà. Moi, le problème du film, c'est qu'il ne se prend tellement pas au sérieux que moi non plus, du coup, je ne le prends pas du tout au sérieux. Sprite, je crois qu'il s'appelle, ou Sprite, je ne sais plus comment on l'appelle, 25 ans, doit absolument trouver un job. Mais pour travailler, il faut le permis. Pour se payer le permis, il faut un emploi. Finalement, il se fait engager par une start-up spécialisée dans le nettoyage d'appartements après les fêtes. Mais comment aller travailler tard la nuit, sans moyen de transport, dans une banlieue mal desservie? Sur les conseils de sa monitrice d'auto-école, qui est notre géniale, tiens, je fais ma Geneviève. Foyce, Marina Foyce? Non, c'est pas Marina Foyce. C'est la réalisatrice extraordinaire que j'aime énormément. Je vais y revenir. Et donc, sur les conseils de cette monitrice, il s'inscrit sur une application pour séduire des jeunes femmes habitant près de ses lieux de travail. Un seul problème, Sprite n'est pas vraiment un séducteur. Alors, le pitch est séduisant, dit comme ça, je vous assure, puis dans les images et puis dans les choix des personnages en soi, il y a vraiment une énergie, il y a quelque chose qui s'en dégage, à n'en pas douter. Le film a son public. Pareil, à n'en pas douter, d'abord il a été sélectionné et ensuite la salle était majoritairement enthousiaste. Je faisais partie des 2-3 pleu-pleu qui n'ont pas du tout été embarqués. Je compte donc vraiment parmi la minorité. J'avais envie de dire que j'en étais navrée, mais aujourd'hui je ne le suis plus du tout. J'ai aimé voir Emmanuel Berco. C'est Emmanuel Berco qui est dans un rôle déjanté. J'ai aimé voir Hazanavicius et Pélias en parents presque beaufs. J'ai malgré tout un sentiment de choix pas assumé. C'est comme si il y avait des ingrédients, une volonté de faire, mais qu'on n'avait pas été au bout. Pas au bout du gâteau, pas au bout du truc. Et que on me disait de regarder ça, que c'est comme si on me disait « Tiens, regarde, tu vas rigoler ». Bah, me dis pas que je vais rigoler, laisse-moi rigoler, quoi. Tu vois ? Oui. Alors, parce que tu m'as gâché les 3/4 du plaisir en me disant ça. C'est comme si tu me disais « Ah, c'est trop top bon, ça c'est super génial ». Bon, bah déjà, c'est dommage. Enfin, voilà, moi, ça m'a gâché le truc. J'ai vraiment l'impression qu'il est trop explicatif, trop illustratif surtout. Bon. Alors moi, pour avoir rencontré le réalisateur, d'abord, c'est vraiment un jeune mec. Tu l'as vu, il est vraiment, je ne sais pas quel âge il a peut-être 25 ans maximum. Oui. Donc c'est un ado qui a grandi et qui fait un film d'ado. Oui, c'est vrai. Donc, du coup, je lui pardonne beaucoup parce que ça me renvoie à mon adolescence et du coup, je me sens bien, moi. Les conneries qu'il fait, j'en aurais fait sûrement une partie. Et j'aurais bien aimé rencontrer une monitrice d'auto-école comme ça. Enfin bref, donc moi, je suis beaucoup plus... je ne vais pas dire que c'est un film formidable, mais j'ai trouvé intéressant, attachant de voir quelqu'un qui se débrouille pour faire son film quand même, d'y arriver, de le mener et de nous amener dans un domaine... avec un regard différent, puisqu'il est toujours un peu dans l'adolescence, quoi. Avec ce vrai problème, trouver du boulot sans voiture, c'est pas facile, avoir une voiture. Et c'est sa mère qui veut le virer parce que, justement, il fiche plus rien. Et le rapport à la mère, il est très bien. Tu te rappelles ? Mais c'est pas que les rapports aux uns et aux autres soient pas bons, c'est que je te dis, il appuie trop sur les trucs, c'est trop illustratif quelque part, donc ça ne m'a pas fait rire. Ouais. Mais encore une fois, c'est vraiment... Puis en plus, l'humour... T'es trop grande maintenant. Là, ok, on passe la bande-annonce. Et moi, quand tu m'as dit, on parle de Bézanville, je me suis dit, ah bon, pourquoi elle veut parler de ce film-là ? J'en aurais pas parlé, mais j'aime bien, parce que comme ça fait le film sur lequel on n'est vraiment pas d'accord. Oui, il faut bien. Et puis là, j'en prends au passage, bonne année. Bah non. Elvire, t'es trop surtout vieille. Que mes arguments étaient très profonds. Allez, on écoute la bande-annonce, s'il te plaît, Marianne. Moi, je suis coincé dans un paradoxe, en fait, gros. Ah oui, un paradoxe ? Genre, pour avoir un taf, il faut le permis, sauf qu'il faut que je trouve un taf pour payer mon permis. Pour ça, je me disais, t'as peut-être un petit plan, toi, tu vois, derrière les fagots. Je te préviens, ça risque d'être un truc de bonhomme. On vient pour le travail. Venez.
On est spécialisé dans le nettoyage de teuf à domicile. Et ils peuvent appeler de n'importe où, genre de Cergy-Pontoise. Imbécile, on fait déjà tout le 77. Et crois-moi, c'est pas mal, hein? J'ai trouvé un taf cette nuit. C'est super, le travail, c'est super. Quand je suis arrivée sur Paris, j'habitais Mantes-la-Jolie. À chaque fois, je ratais le dernier train. Et un jour, je me suis acheté ce petit Bézanville. Et tous les jeudis, j'allais dans un bar et j'essayais de faire des rencontres. Et puis, je m'arrangeais pour dormir sur Paris. Hello, ça te dit un petit verre? Salut. Corentin, juste ça. Oui, bah après t'enchaînes, t'as déjà emballé une meuf. Ça, c'est du Bézanville. Tous les banlieusards, on avait un Bézanville comme ça. Mais ça te va trop bien. Ouais. Mais méga beau gosse, ça me fait trop plaisir, c'est cadeau. Taf là, baise là. Oh pardon, ça va? Ouais. Bon, au boulot. Qu'est-ce que j'ai pu baiser grâce à ça? Ouais, je crois que je préfère pas savoir. Non, mais tu préfères pas savoir, mais c'est comme ça que t'es né. Voilà, toutes les ficelles sont données, non? Non, pas toutes. Ah bon. Il y a une petite scène que j'aime beaucoup parce qu'il rentre tard et à chaque fois, il réveille surtout sa mère qui dort parce qu'il rentre à 3h, 2h du matin et il ne peut pas s'empêcher de réveiller en faisant du bruit, etc. Et sa mère le râle à chaque fois très fort. Tu te rappelles pas de cette scène? Non. Et une fois, il rentre sans faire de bruit. Il réveille pas sa mère. Il est tout content. Alors il frappe à la porte de sa mère pour lui dire « T'as vu, je t'ai pas réveillé ?» Et voilà. elle l'embrasse. Et moi, j'ai trouvé ça touchant. Et drôle, et j'ai ri. Voilà. Merci et j'en ris encore. Geneviève, merci infiniment. Voilà. Allez là, je vais te laisser parler pleinement de ce film-là, même des 2-3 prochains, parce que je n'en ai vu aucun. On a l'impression que j'ai rien foutu. En fait, si j'ai travaillé, mais j'étais au théâtre. Bah, tu as fait autre chose, oui. Alors, Bah, Furciné libre de Abd al-Malik. Je suis sûre que c'est très bien, non? Alors, c'est comme le Salomé, ça parle d'un sujet très important avec un personnage vraiment intéressant. Après, le film, la mise en scène est un petit peu plate. Enfin, c'est dommage. Mais bon, c'est son deuxième film seulement. Et il est très engagé dans son domaine et, donc, et dans ses messages. Donc, ça reste intéressant, quoi. Et le personnage que Balika Samba, qui est franchement, moi, j'aime beaucoup. Je sais pas, tu te souviens de lui dans les Olympiades, il était vraiment sexy. Hein. J'adore. Alors du coup, en esclave, c'est un peu moins sexy, mais c'est quand même bien. Et donc, je parle du film Furcy né libre, qui raconte l'histoire vraie d'un homme, Furcy. Le film démarre sur une scène d'inhumation. La mère de Furcy est morte, on l'inhume. Bien sûr, c'est le petit groupe d'esclaves, on le devine, on comprend qu'il l'enterre. Et lui découvre dans ses papiers un papier, et là, on se rend compte qu'il sait lire. C'est déjà un signal les esclaves qui savent lire, c'est rare. On est sur l'île de la Réunion en 1817. Donc les Bourbons, voilà. Okay. Oui, tu as raison de préciser, tu as raison. Vas-y. Et donc, il découvre que sa mère avait été libérée. Oui. Elle n'était plus esclave. Donc, normalement, lui, il ne l'est plus. Était né libre. Il n'aurait jamais dû l'être, en fait. Donc, il va oser attaquer son maître pour réclamer sa libération avec l'aide d'un procureur qui était abolitionniste. D'accord. Donc le film parle plus... Alors l'ambition d'Abd al-Malik, c'était pas parler d'esclavage, même si on ne peut pas rater quelques scènes horribles du traitement des esclaves, mais plutôt de l'abolition et du combat mené par les Français qui étaient d'accord, les abolitionnistes les abolitionnistes et quelques esclaves, les marrons, ceux qu'on appelait des marrons, qui avaient fui mais qui étaient toujours pas libres, et puis les abolitionnistes. Et donc, et surtout des propriétaires qui, eux, voient une perte de main-d'œuvre gratuite, donc qui, eux, se battent contre ça. Donc la société n'est pas encore prête vraiment. Donc ça nous renvoie à notre passé, parce qu'on pense toujours, les esclaves, on pense toujours aux Américains, aux Noirs qui sont au Mississippi, dans le Missouri, etc. Mais on ne pense pas que chez nous aussi ça se passait. Bon, surtout sur les îles, plus tellement dans l'Hexagone. Mais donc ça se passe encore et on rappelle aussi qu'on a quand même été nous on n'avait pas des esclaves, mais on les achetait, on les envoyait là-bas pour les vendre. Ailleurs, Donc, bien sûr. Franchement, on a un passé sur lequel il faudrait se pencher vraiment pour pouvoir dire qu'on était des salopards.
Voilà. C'est ma conclusion. En 2026, rappelez-vous, on a été des salopards. On se passe la bande-annonce ? Si tu veux. Ok. Je veux bien. Des libres, esclaves maintenus par la cupidité des hommes. J'ai le droit de circuler librement. Allez demander au procureur du roi. Silence. Furcy devrait être libre, car sa mère a été affranchie il y a des années. Cet acte d'affranchissement, même s'il existe, c'est qu'un bout de papier. Il dissimulait aussi des liens secrets avec la préceptrice Virginie Béga. Furcy se retrouve dans la position d'accusé alors qu'il vient réclamer sa liberté. Les esclaves n'attaquent jamais leur maître en justice. Un esclave n'est pas une personne. C'est un meuble. Tu retournes travailler, tu pars pour l'île Maurice. C'est toi, Furcy? Perce tes yeux quand je te parle. J'ai réussi à ce que son procès passe à la Cour royale de Paris. C'est moi qui le défendrai. Je ne vous abandonnerai jamais, Furcy. Je magnifie la guerre des papiers, ces pièces avec un tampon qui sont les seules preuves de la justesse de mon combat. Tout est organisé pour maintenir ce système en place. Ils seront prêts à te pardonner si tu acceptes de retravailler pour eux. Pardonner? Après toutes ces années de souffrance, cette injustice? Quand on a été esclave, on l'est toute sa vie. Peut-on renoncer à sa liberté? Peut-on abandonner cet attribut fondamental de l'être humain? On entendait la voix de Romain Duris, de Vincent Macaigne. Ouais. Et j'aime bien la noblesse et la dignité que donne Makita Samba à son personnage. On sent que Macaigne s'est beaucoup amusé à jouer le type ignoble. Il est vraiment ignoble. Et alors, ce que je regrette, c'est qu'il s'est un peu éloigné de l'histoire vraie parce qu'il a eu inventé une maîtresse blanche, peut-être pour apporter un peu plus de romantisme. Et puis, il oublie un peu sa sœur qui était, elle, déjà libre, parce que la mère de Furcy était indienne. Et donc, normalement, c'était que les Africains qui avaient le droit d'être esclaves. Et le donc, droit. Oui, entre guillemets. Quel privilège. Oui, c'est ça. Et donc, sa sœur avait été libre et donc elle a vraiment aidé son frère dans son combat et c'est très, très négligé, ça. Donc, bon, c'est un petit peu dommage qu'il se soit écarté de ce côté-là. D'avoir inventé une Française blonde, c'était pas forcément utile, quoi. D'accord, ok. En fait, c'est ce que tu décrivais tout à l'heure, c'est en termes de réalisation une volonté de conventionnel. Oui, c'est ça. Du coup, c'est trop conformiste. Oui, c'est ça. Et puis on essaye de faire. Il fait bien, il fait pas. Mais bon, ça. Ouais. C'est pas du grand cinéma, mais en tout cas, c'est vachement intéressant et c'est bien joué. C'est bien joué, donc ça vaut le coup quand même. Hein. Un autre film que je n'ai pas vu, qui est un thriller, mais qui me donnait très envie, notamment parce qu'il y a Samir Ghesmi et que j'adore son jeu, j'adore Samir Ghesmi. Grand ciel d'Akiro Hata. Ah, t'as pas vu? Non. D'accord. Alors. L'autre. Mais, ah ouais. Non, tu vas pas au cinéma? Non, tu fais quoi de ta vie, toi, en fait? Tout. Enfin, j'aurais préféré parce que c'est un film qui a une ambiguïté et je ne sais pas, je suis un peu partagée. Alors non, il est intéressant. Il faut d'abord que c'est un Japonais mais qui vit en France depuis 30-40 ans. Donc il est imprégné de sa culture japonaise mais aussi de la culture française. Donc le film a tout ça dans lui. C'est Grand ciel. Ça se passe dans la région parisienne, j'imagine, avec un énorme chantier pour un nouveau quartier, un de ces quartiers colo et tout ça, voilà, tout ça, voilà. Et puis connecté et tout. Et on raconte que les ouvriers là-dedans, ils vont travailler, c'est vachement dur et ils n'auront jamais accès à ces appartements qu'ils construisent parce qu'ils n'auront pas les moyens d'habiter dedans, quoi. Donc il y a un côté social moi, c'est ce qui m'a le plus intéressé. Puis il y a un côté mystique, côté japonais, pour qui un lieu, c'est un lieu vivant et ça peut devenir une bête qui avale ses ouvriers, ses travailleurs. Donc il y a un côté fantastique. Un ouvrier disparaît, mais là, ça part encore d'une histoire vraie d'un ouvrier qui est sans papier, qui a disparu du jour au lendemain et personne n'avait fait attention qu'il était parti. En fait, on aurait pu complètement oublier qu'il existait si la CGT s'était pas bougée pour demander où est-ce qu'il était, quoi. Alors donc, il prend une histoire vraie pour en faire une histoire peut-être fantastique, on ne sait pas trop, puis un deuxième qui disparaît. Donc, il y a le côté... moi, j'ai beaucoup aimé le côté social le syndicat qui râle, le chef qui doit demander, exiger parce qu'au-dessus, on l'exige de lui. Enfin bref, tout ça, c'est bien vu, c'est bien joué. C'est bien joué par... comment il s'appelle ? Damien Bonnard, qu'on avait déjà vu, je ne sais pas si tu te souviens, en ouvrier dans un autre film dont je... Non. Bref.
Et voilà, donc c'est intéressant, mais moi, ça m'a un peu partagée parce que je n'ai pas aussi été passionnée par le fantastique. Voilà, je suis plus attachée au côté social. Mais je pense que c'est le contraire pour d'autres qui ont plus apprécié le côté fantastique. Et le côté japonais. Donc ça fera plaisir à deux sortes de personnes. Merveilleux. Voilà. On écoute la bande-annonce. Grand Ciel sera le tout premier Smart District en France. C'est une incroyable opportunité pour notre ville et notre région. Un quartier d'un genre nouveau. Écologiquement responsable, sûr et centré sur l'innovation, l'emploi et les divertissements. J'ai jamais vu ça s'effrite de partout. Ça va, Ousmane? Ouais, ça va. On va habiter à Grand Ciel quand ce sera fini? Faut qu'on travaille pour ça. Faut qu'on travaille comme des chiens. Vincent, on n'a pas de nouvelles d'Ousmane. Tu continues au mois 6 la semaine prochaine. C'est bon pour toi? Ouais, bien sûr. C'est celui-ci. Mais vous l'avez pas vu depuis quand? Oh, je pense depuis 3 jours, il n'est pas là. Faut aller voir les flics, non? Mais les flics, ils s'en foutent, c'est un sans-papier. Comment ça, tu sais pas où il est? C'est pas la première fois qu'un intérimaire se tire comme ça. Hein. Les patrons, ils sont organisés, donc nous aussi, il faut qu'on soit organisés. Il faut qu'on se serve de ce groupe dès qu'il y a un problème. Vous voulez qu'on se fasse tous virer ou quoi? On a dû arrêter avec Farid. Pourquoi? C'est comme ça. Il est descendu, il est tombé, il sait qu'il va y avoir une enquête. Tu proposes quoi? C'est toi le chef, non? T'es censé savoir ce qui se passe ici. Vas-y, faut que t'arrêtes là avec ce boulot. Arrête-toi! C'est en train de te cramer le cerveau. Ahmed! Ta façon de nous parler du film, et peut-être un petit peu même en écoutant là, ça me fait faire un pas de côté sur l'un des films dont nous n'avons pas parlé cette année, qui est sorti en octobre, Lumière pâle sur les collines, je ne sais pas si tu l'as vu, pas vu, de Kei Ishikawa. C'est un film japonais où c'est une jeune femme qui, en Angleterre, se replonge dans les souvenirs de sa mère qui était à Nagasaki. D'accord. Et il y a c'est vraiment ce que tu décrivais, c'est-à-dire le rapport au lieu, Ouais. le lieu comme espace vivant, Ouais. autonome en fait, Ouais, je veux dire ouais. comme. Oui. Et du coup, la maison ou l'immeuble t'apporte quelque chose parce que c'est un être vivant et ça modifie la perception de l'espace et même du temps. C'est très intéressant. Ouais. Et le Japonais. Oui. Et le réalisateur filme le lieu de façon très belle. Hein. C'est la nuit en plus, donc il y a plein de lumière. C'est beau, c'est beau. Puis et les chantiers, c'est très cinégénique. Oui, c'est ça. Mais donc voilà. Donc ça vaut le coup de voir et de choisir quel angle on va préférer. En sachant que c'est en plus un thriller. Oui, tout à Quand fait, même. tout à fait. Ouais. Voilà, donc pour les adeptes de thriller, vous Et perdrez le pas votre personnage temps. principal, Vincent, qui n'est pas tout est sympathique dans son milieu familial, mais comme il a peur de perdre son boulot, il est beaucoup moins sympa sur le terrain, quoi. Donc c'est intéressant, c'est complexe. Les gens sont Les personnages riche. sont complexes. Nous allons parler maintenant, allez, on passe ailleurs, complètement ailleurs, Ludovic de René Letgus. Oui, tu l'as vu Nous celui-là. avons vu ensemble, Oui. si ma mémoire est bonne. Nous n'étions pas tout à fait d'accord, mais enfin, il a le mérite de nous emmener à les coulisses de la musique. Voilà. Je me Voir rappelle- de Je me rappelle l'opéra. même plus qu'on n'était pas d'accord. Documentaire. Sur la musique, souvent, parce que toi, dès que ça parle de musique, je crois que tu perds ton Oui, c'est vrai. ton esprit critique. Voilà, elle s'est vengée. Ça y est, elle s'est rattrapée. Mais j'ai pas d'esprit critique de toute façon. En tous les cas, c'est un film documentaire sur un chanteur d'opéra. Qu'est-ce qu'il est? Il est baryton. Baryton. Il est baryton. Voilà, baryton. Sur un baryton. Ce qui est important, parce qu'à l'opéra, il faut savoir que les plus beaux rôles, c'est les sopranes et les ténors. Les rôles sont écrits pour ces voix-là. Donc forcément, les autres sont un peu moins connus, donc deviennent moins célèbres que la fameuse Nathalie Dussault, Maria Callas, etc., ou Pavarotti, tous ces ténors voilà. Qui envoient justement. J'ai réussi à trouver des noms propres. Je me disais tout Roberto à l'heure qu'on Alagna. devrait peut-être changer. On J'ai devrait retrouvé. peut-être changer le nom de l'émission. C'est qui, c'est quoi? C'est au cinéma.
Bon, voilà, ok. Et hop, le générique est fait. On emballe, c'est pour 2026. En tous les cas, Ludovic Tézier est aujourd'hui l'un des plus grands barytons au monde. C'est un documentaire, hein, encore une fois. Hein. Ouais. Derrière cette voix majeure de l'opéra, en coulisses comme à la ville, il y a un homme simple, passionné par son art, mais aussi une femme, sa femme, Cassandre Berton, soprano. Des scènes les plus prestigieuses à l'intimité de leur maison de répétition en masterclass se dévoilent à la fois toute l'exigence du travail, d'interprétation et la profondeur d'âme qui l'habite. Porté par son humanité naturelle et la force de son amour, Ludovic nous révèle ce qui fait la voix exceptionnelle de Tézier. Moi, ce qu'il me reste de ce film-là, oui, c'est beau de passer dans les coulisses, de le voir répéter, c'est intéressant, c'est intriguant. Le monde de l'opéra n'est pas un monde très accessible, c'est très accessible, mais pas très connu de tous. Oui, puis pas accessible dans les coulisses. C'est ça, exactement. Donc, il y a cette petite tambouille, en effet, qu'on ignore. Après, on a beaucoup parlé de réalisation dans cette émission-là. Je trouve que la réalisation est... Pardon, hein, parce que... Je suis d'accord. Voilà, elle est faible de chez faible. Il n'a pas réussi à choisir son chemin. Il est le réalisateur. Hein. Pour moi, il est évidemment... absorbé, admiratif de ce baryton. On peut comprendre, parce qu'en plus, ça doit être un personnage qui, en vivant face à face, doit être très imposant, en effet. La voix. Puis ils sont devenus amis. Et ils sont amis. C'est ça, je pense qu'il s'est fait manger par le personnage. Et que du coup, après, il s'est dit, allez, je vais faire un petit peu parce que ça marche, à la Netflix ou à la Canal+, et on sent un désir. Il y a quand même, c'est très codé. C'est un type de film documentaire. C'est pas du film Arte ou du film, voilà. Et sans jugement aucun, je veux dire juste que pour moi, il n'a pas su choisir son chemin et que du coup, on s'y perd un peu. Puis on se dit, voilà. Alors du coup, on va dans les coulisses vraiment du travail. Ah non, tiens, on va voir comment ça se passe là. Ah il voyage beaucoup. Hein. Oh là là, il travaille beaucoup. Enfin, voilà. Non. Alors moi, ça m'a pas gênée. Ça m'a pas gênée parce que dès qu'on parle de musique, ça y est, c'est acquis. Avec non, c'est simplement découvrir quelque chose parce que moi, même si je connais la musique un peu, je connais pas le personnage Ludovic Tézier, je ne le connaissais pas déjà. Ça, je connais l'autre ténor Janus, Yann, je sais pas quoi, c'est un Allemand Kaufmann, qui est un super, il est célèbre, il est tellement célèbre que je me rappelle de son nom. Et il n'est pas mort, parce que les autres, je me rappelle, mais ils sont morts. Pavarotti, tout ça. Donc, j'étais contente de voir une autre personne, et puis de voir le travail, justement, qu'il fait chez lui, qu'il passe beaucoup de temps à travailler. On le sait, ça, qu'il travaille, mais le voir faire, moi, ça m'a intéressée. Enfin bref, ça m'a intéressée de découvrir le personnage, le travail. Après, la mise en scène, c'est... Comme pour les autres, c'est plat, mais je pense que c'est pas vraiment le boulot du réalisateur. Hein. Le réalisateur, c'est un exploitant. Donc un exploitant, pour les auditeurs, c'est quelqu'un qui dirige une salle de cinéma. C'est ça. Donc, il se fait plaisir. Et il adore l'opéra, donc il mélange ces deux plaisirs, le cinéma, l'opéra. Et puis, il nous propose d'aller dans des coulisses dans lesquelles on peut pas... Il nous a dit, les caméras, mes caméras... Enfin, je ne peux pas me vanter, comme il dit, mais mes caméras sont allées au peu d'endroits où ils peuvent aller, parce que comme j'étais amie d'un des personnages, je pouvais rentrer alors que d'autres ne peuvent pas. Je trouve ça super et puis très audacieux et très bien de sa part d'avoir osé faire le film et de s'être mouillé là-dedans. Je trouve ça génial, mais en même temps, quand on est un spectateur ou une spectatrice et qu'on regarde un film, c'est pas en se disant « Ah oui, mais au fait, faut pas oublier, le réalisateur, il a 25 ans. Ah oui, mais faut pas oublier, la fille, c'était la fille d'une esclave. Ah oui, mais faut pas... » Enfin, pour moi, non, c'est pas comme ça que je regarde les films ou que je lis un roman ou que je vois un spectacle. Je cherche une émotion. Et je suis traversée ou pas traversée. Et là, à plusieurs moments, notamment parce que l'image, elle n'est pas travaillée, parce qu'il y a des endroits où en plus je la voyais, l'image, je me disais, mais mince, elle est là, l'image, mais tourne ta caméra ailleurs. Oui. Et il ne le voit pas. Et donc, nous, on voit qu'il ne le voit pas, quoi. Enfin, c'est un peu dommage, il passe à côté. Puis il passe à côté, mais j'ai envie de dire, je ne sais plus quel était ce grand réalisateur ou cette grande réalisatrice, parce que de toute façon, cette émission s'appelle définitivement, je ne sais plus qui c'est. On commence bien
bien l'année. Mémoire, où es-tu? Mais c'était pareil, un réalisateur qui s'était laissé embarquer par son sujet, qui était passé à côté. Ça te dit quelque chose? On en a parlé à l'automne, il me semble. Bon, ça me reviendra. Mais de toute façon, c'est un truc qui nous pend au nez à tous. Oui, bien sûr. On a tellement aimé quelque chose qu'on ne sait plus en parler. Oui. Après, je trouve que peut-être que quand on a un regard pointu, parce que tout ce que tu racontes, moi, je ne l'ai pas ressenti, le côté qu'il n'était pas, la caméra n'était pas bien placée, etc. Donc peut-être que le spectateur lambda va pas voir tout ça. Et en même temps, tu as bien dit que tu n'as pas été emballé non par plus, le film. Voilà. Tu Non. Et je me dis qu'il n'y aura pas un nombre D'ailleurs, il a pas beaucoup de distribution. Par contre, il nous a expliqué qu'il essayait de travailler avec les conservatoires pour amener les musiciens qui découvrent un métier aussi. Parce que finalement, aux chanteurs d'opéra, ça paraît presque impossible, chanteurs lyriques. Et donc, ça peut être utile aussi à des jeunes de voir à quoi on s'engage, que c'est pas si facile que ça. On peut rêver d'aller faire le tour du monde, mais le tour du monde, ça nous éloigne de chez nous quand ils sont tout le temps partis. Enfin, moi, je trouvais qu'il y avait des choses suffisamment intéressantes pour mériter qu'on en parle déjà dans notre émission. Voilà. Attends, sur la radio HDR. Et puis que certains... Ça fait découvrir l'opéra aussi. Les gens ne vont pas à l'opéra, ils ne savent pas ce que c'est, donc c'est déjà ça. Alors ça peut peut-être vous donner envie. Écoutez. Lorsque tu ouvres une partition nouvelle, très longue, tu tournes les pages, ça n'en finit pas, il y a des aigus partout, tu dis « mais est-ce que je vais y arriver ?» Et le soir, où tu t'apprêtes à rentrer en scène, il ne faut plus de doute. Sinon, c'est que tu ne t'es pas bien préparé. Je joue des personnages qui sont sexistes, racistes, machos. Je les joue parce que ces personnages-là, en scène, sont là pour être l'exemplarité de ce qu'il ne faut pas faire. Il va au fond des choses, y compris défendre un salopard. Quand on s'est rencontrés sur scène en répétition, il s'est passé une chose absolument extraordinaire. Et au bout d'un moment, on s'est rendu à l'évidence qu'on ne pouvait pas vivre l'un sans l'autre au sens du détachement impossible. Quand tu avais fait la Traviata, j'étais en coulisses tous les soirs et tous les soirs je pleurais. Joli à l'opéra, c'est loin d'être suffisant. La musique est comme ça, mon amour, c'est tu ne fais pas... Tu prends vraiment l'âme. Même beau, c'est encore juste. À l'opéra, on doit sortir, non pas transformé. On doit sortir bouleversé. C'est peut-être ça qui m'a manqué. On doit sortir bouleversé. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai. Ouais. Ça, je suis d'accord, on n'est pas bouleversé. Et on a envie de l'être parce qu'en fait, il a envie quand même de nous transmettre ce Ludovic. Ouais. Et c'est ce qui me manque. C'est vrai. En disant, c'est trop scolaire. C'est trop scolaire, trop gentil. Ouais, ça manque un peu de distance avec son sujet. Quand on écoute, alors ça peut rebuter justement les airs d'opéra qu'on entend là, mais en fait, quand tu es pris au milieu de tout le travail et tout ça, c'est très beau. Là, on est pris quand même. Et puis, encore une fois, c'est très facile. La critique est facile. Oui. C'était très bien de l'avoir fait. Et on voulait vous en parler parce que, justement, il a quand même plein de qualités. Il faut arrêter. Tu voulais nous donner 2-3 petits mots sur un film dont nous avons déjà parlé, mais on a déjà passé la bande-annonce, alors on vous la repasse pas. Non, La Condition. C'est un de mes films préférés de la fin d'année. Tu n'as pas réussi à le voir depuis. Non, c'est vraiment un de mes films préférés. Je ne vais pas en reparler parce que j'en ai parlé la fois dernière, mais j'avais oublié une chose importante, c'est qu'il a été tourné en Normandie et on parle de on parle du Havre, on parle de tout, c'était tourné dans l'heure. Et c'était important parce que le réalisateur voulait vraiment se rapprocher de Flaubert. Et comme ça se passe à l'époque, donc c'était important pour lui. Et j'avais envie de le rappeler. Et il voulait vraiment... Le roman s'est tiré d'un roman... je ne me rappelle plus, Amour, qui était dans notre région de France, et lui a voulu absolument le ramener en Normandie pour se rapprocher de Flaubert. Donc j'avais envie de le dire. Et puis ensuite, je voulais
simplement annoncer aussi 2 avant-premières importantes dimanche au Pâté, à l'Omnia, etc. Ce dimanche-là. Hamnet, le film très attendu qui joue pour les Oscars un rôle important sur une histoire de Shakespeare, donc ça doit quand même être pas mal. Et puis Le Mage du Kremlin, le film d'Olivier Assayas, sur un personnage qui a beaucoup influencé Poutine. Je l'ai vu, mais je ne veux pas en parler parce que en fait, faut que j'ai vu trop. Il y a pas ce matin. Trop frais. C'est trop frais et j'arrive pas à voir quand tu vas sur le site, sur un Wikipédia pour parler de cet homme-là, il n'y a rien. Il parle que de ses études, on ne parle pas de son rôle par rapport à Poutine. Alors, il faut que je me renseigne. Ça m'énerve de ne pas savoir si c'est une histoire vraie, sur quoi c'est basé. Enfin, Assayas, c'est sérieux. Mais cinématographiquement, il t'a emmené, il t'a pas emmené? Oui, ça m'a intéressé. Ça raconte quand même pas mal de choses sur Poutine, à peu près une quinzaine d'années de Poutine. Donc, c'est intéressant. Mais je ne peux pas, si c'est j'arrive à... T'en sais pas assez, quoi. J'en sais pas assez. C'est bien, ça veut dire que puisqu'on parlait d'esprit critique, parmi les bases de l'esprit critique, c'est en effet d'aller croiser les sources et chercher les informations. Bah oui, quand même. Voilà. Allez, voilà, c'est dit. On a encore du boulot. 2026, on y va, on lâche rien. Non mais oh, on n'est pas sur BFM. Hein. Ni sur CNews. Nous, on est gentils, on aime le cinéma, mais quand même, faut pas déconner. Merci infiniment, merci Marianne, merci Geneviève. Je suis toujours très heureuse de faire cette émission avec toi. Okay. Merci infiniment. Okay. Merci très chers auditeurs, chères auditrices. Et n'hésitez pas, si vous avez envie d'aller voir un film, demandez-nous. N'hésitez pas, en envoyant un petit message à la radio HDR, même si on n'en a pas parlé dans l'émission, on peut peut-être vous dire ce qu'on en a pensé, nous. Ah oui. Ça, c'est possible. Passez une bonne fin de journée, surtout allez au cinéma. De toute façon, vous ne perdrez pas votre temps. Voilà. À l'affiche. Ou pas. À l'affiche. Toi, t'es allé au ciné dernièrement ? Oui, j'y vais presque tous les jours. Mais si j'y vais pas, parfois je regarde de bons films à la télé. Ah oui, à la télé, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Ouais. Mais en prévisionnement, c'est moins bien quand même. Oui, il vaut mieux l'avoir vu avant et replonger dedans quand on... C'est ça, retourner au cinéma, le pied de retourner au cinéma. Voilà. Ou regarder un bon film télé, même les séries d'ailleurs. Oui, on peut parler de séries aussi. Ah oui, il y a du boulot là. Oui, c'est vrai. Mais en fait, si on veut parler de cinéma, c'est parce qu'on veut parler d'émotion. C'est ça. Et de vérité, de curiosité. Bref, on veut faire rêver, quoi. Oui, et continuer de rêver nous-mêmes. Bref, on vous parlera de films qui sont à l'affiche ou pas.